Depuis la chute de Siad Barre, la Somalie est ravagée par les violences. Plusieurs parties du pays sont de véritables zones de non-droit où les civils sont persécutés, agressés, massacrés. Et dans ce désordre le plus absolu sont nés des mouvements terroristes, dont les islamistes Shebab. Notre invité pour en parler aujourd'hui, Kyle Matthews, qui est directeur de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits humains à l'Université Concordia. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Dites-nous d'abord, on va commencer par dresser un portrait de la situation du pays. La capitale somalienne, Mogadiscio, a été encore frappée par un double attentat en fin de semaine dernière. Il y a 2 semaines, c'était ce gigantesque attentat le plus important de l'histoire du pays qui a fait 358 morts. Alors, les attentats sont nombreux en Somalie et même, ils s'accélèrent là maintenant. Oui, il y avait, depuis 2011, il y avait un petit peu de stabilité. La vie a commencé à devenir au normal à Mogadiscio. Puis le groupe islamiste Al-Shabaab était mis un petit peu à côté et ont perdu beaucoup de contrôle du pays. Mais dans le dernier mois, on a vu un plus grand attentat, plus de 360 personnes y ont mouru, un autre attentat ce week-end par Al-Shabaab. Alors on voit que c'est un pays qui est vraiment fragile. L'économie ne va pas bien, il y a un problème avec la sécheresse, c'est une crise alimentaire. Alors c'est vraiment un pays qu'on doit vraiment regarder maintenant, puis essayer de l'aider, essayer de donner l'appui qu'il a besoin pour que toute la société ne tombe pas pour une autre 10, 20, 30 années d'instabilité et de guerre civile. Et un des groupes terroristes les plus actifs en Somalie, parce qu'il y en a plusieurs, mais ce sont les Shebab, justement. Qu'est-ce qu'on sait d'eux? D'abord, quelle est leur raison d'être? Quel est leur objectif? C'est vraiment un groupe djihadiste, c'est un groupe vraiment comme l'État islamique. Il veut prendre contrôle du gouvernement, puis il veut mettre en place un système, le gouvernement basé sur la loi charia. Alors, ils sont vraiment des islamistes du premier heure et ils n'ont aucun problème à utiliser la violence contre la population, d'utiliser les enfants soldats. Ils veulent tout faire pour vraiment prendre pouvoir et c'est vraiment un danger pour le pays et aussi un danger pour les pays voisins de la Somalie. Et eux, ils sont somaliens ou ils ont des liens avec l'étranger? Ils sont presque tous somaliens, mais il y a aussi des liens avec Al-Qaïda, il y a des liens avec l'État islamique, Daesh, mais ils fonctionnent vraiment comme un groupe djihadiste basé en Somalie, puis plutôt de les hommes qui sont armés sont plutôt tout ce pays ou de la diaspora somalienne d'autour du monde. Et quel est leur mode opératoire? Vous parliez de recours à des enfants soldats, par exemple, massacre de population. Typiquement, quelles sont leurs actions? Mais normalement, ils sont plus dans les grandes villes, alors ils utilisent des méthodes comme l'État islamique, des voitures piégées, ils lancent ça contre les populations, les policiers, les touristes, l'ONU. Alors, ils cherchent vraiment à des endroits spécifiques pour amener la terreur et pour vraiment mettre du pression sur le gouvernement qu'il ne fonctionne pas. Le but, c'est de déstabiliser le... C'est exactement ça. Et puis, il n'arrête jamais. Puis, c'est ça le problème. C'est une groupe qui est très difficile à combattre. C'est un groupe qui est relativement jeune, qui est né en 2006, c'est exact? Oui, c'est ça. En 2006, il y avait, c'est à ce moment-là qu'il y avait des différents groupes armés, des milices, mais plutôt des milices islamistes qui ont pris contrôle du capital Mogadiscio. Puis à ce moment, c'était des différents groupes, mais Al-Shabaab est devenu la groupe la plus forte et vraiment la plus puissante dans le pays. Et c'est ce groupe-là qui maintenant est vraiment le problème central dans le pays. Le problème numéro 1, oui. Oui. Sauf que leur territoire, à un certain moment, ils ont contrôlé de vastes parties du territoire somalien. Maintenant, ils sont repoussés là, avec l'ONU qui est là, avec, en fait, surtout la MISOM, la mission de l'Union africaine qui est là. Ils reculent, mais malgré tout, ils arrivent quand même à mener des actions dans la capitale, comme on l'a vu il y a 2 semaines, ce terrible attentat. Alors, comment ça se fait qu'ils conservent une telle puissance de frappe? Mais une raison, c'est qu'ils ont contrôlé presque tout le pays, sauf le nord, entre 2006 à 2011. Puis ils étaient poussés hors du Mogadiscio. Et maintenant, ils sont encore dans certains petits villages où le gouvernement, il n'y a aucun contrôle. Mais le gouvernement de Somalie, c'est pas un gouvernement très fort. Ils n'ont pas beaucoup de puissance, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Plutôt 1 million de Somalis ont quitté le pays. Alors, ils sont vraiment piégés. Ils n'ont pas la capacité eux-mêmes
à faire pousser Al-Shabaab du pays ou de les arrêter. Alors, ils ont besoin de l'aide de l'ONU, de l'Union africaine et des pays voisins, puis aussi des États-Unis. Et les Shabab mènent aussi des actions dans les pays voisins. Ils ne se concentrent pas seulement sur la Somalie. Oui, c'est vrai. On a eu, il y avait un grand attaque contre Uganda. Ils ont tué plus de 100 personnes en 2010 pendant la Coupe du Monde parce que Uganda, ils ont des soldats en partie du mission de paix. Puis on a vu de plus en plus des attaques au Kenya. Ils attaquent contre dans le nord du Kenya, la frontière avec la Somalie. Oui, ils ont attaqué des universités, ils ont attaqué des policiers. Alors, on voit qu'eux aussi, ils peuvent traverser la frontière. Puis, pour cette raison, on a vu que le Kenya voulait fermer un grand camp de réfugiés somaliens. Ils ont dit c'est un problème sécuritaire sur notre frontière. Mais est-ce que c'est un groupe qui est bien organisé ou qui pourrait être relativement facile à démanteler, à défaire? Je pense pas que c'est facile de les démanteler. Les gens pensent qu'il y a entre 5 à 8 000 personnes qui sont membres de ce groupe. Mais oui, c'est un groupe qui... c'est pas énorme quand même. C'est pas énorme, mais comme on a vu en Irak, il y avait 2 000 personnes pour prendre contrôle d'une ville, puis qui utilisent les enfants soldats. Sont des attentats suicides. Alors, ils utilisent des méthodes de guerre qui c'est vraiment difficile de les arrêter et on voit qu'ils veulent mourir pour leur cause. Bon, les Shabab sont un grand problème en ce moment pour la population somalienne, mais ça fait quand même presque 25 ans que la Somalie vit des violences de tout genre. Ça a commencé avec la chute de Siad Barre. Enfin, ça a commencé. Il y avait des problèmes avant, mais oui. Parlez-nous un peu du contexte historique depuis la chute de Siad Barre. Comment a évolué la Somalie? Bien, on a vu vraiment, avec la chute de Siad Barre, il y avait 2 clans qui battaient pour le pouvoir du pays. Puis c'est vraiment ça qui a éclaté puis a mis le pays en direction d'une guerre civile puis un État en faillite. Mais depuis ça, on a vu une transformation des groupes religieux qui ont vraiment commencé à voir cette crise comme un guerre religieux. Ça s'est vraiment transformé. Après le 11 septembre. Après le 11 septembre, oui, après ça. Mais on a vu aussi que l'ONU, pour un grand moment, il ne voulait pas aider ce pays. On a vu, après le Black Hawk Down, la première intervention américaine en Somalie en 91-92, qu'il y avait beaucoup de pays occidentaux qui ont dit c'est trop dangereux. Parce qu'il y avait des soldats américains, on peut le rappeler, là, qui avaient été tués dans cette opération. Ils étaient là pour arrêter une famine, ils étaient là pour vraiment amener du stabilité, puis ils ont eu du succès. Mais après ça, on a vu beaucoup de puissances, incluant les Canadiens, qui avaient aussi, nos soldats, ils ont torturé un jeune Somalien. Alors, on a vu qu'il y avait un manque de la volonté politique d'aider la Somalie. Ils ont dit c'est trop dangereux, on va se mettre à côté. Puis maintenant, on voit que ça est devenu plus pire. Ça a laissé la place aux différents groupes. Parce qu'au départ, il y avait ces 2 groupes-là qui luttaient pour le pouvoir. Mais ensuite, il y a eu différentes factions, différentes milices, c'est ça? Oui, exactement. Puis ça a devenu vraiment une crise aussi pour la sécurité des pays en voisins. Le Kenya, c'est un grand allié de certains pays de l'Occident. Alors, on a vu ça que c'est devenu un problème, pas seulement pour Somalie, mais pour un grand parti de l'Afrique aussi. À cause des mouvements terroristes, notamment. Et donc, c'est pour ça qu'au cours de la dernière décennie, la communauté internationale a commencé à se réintéresser à la Somalie. C'était un grand parti, mais aussi les Africains, ils ont dit vraiment, on a vu l'invasion en Mogadishu par l'armée éthiopienne qui ont fait fuir Al-Shabaab du capital. Mais on a vu que beaucoup de ces pays, ils ont vu qu'un gouvernement contrôlé par des islamistes, c'était pas bon pour eux. C'était un danger sécuritaire à plus long terme. Alors, on a vu ça monter des Africains, des pays africains, de prendre plus d'action. Alors, dans ce contexte-là, depuis 25 ans de violence, quel sort est réservé à la population en termes de pauvreté, d'éducation? Quel sort est réservé à la population somalienne? Bien, on a vu au moins 1 million de Somaliennes qui ont parti comme réfugiés. On a un autre 1,2 million qui sont déplacés internement dans le pays. Les Somaliens sont allés essentiellement au Kenya, au camp de Dadaab. Bien, il y avait un grand nombre, mais on a aussi vu, on a aussi au Canada, on a un grand nombre un diaspora. Ouais. Alors, on a vu d'aller tout partout où ils étaient acceptés. Mais ils ont vraiment, quand il y a des crises de réfugiés, les gens qui l'ont plus éduqué, c'est eux qui vont quitter en premier. Alors, ils ont perdu tout ce cerveau, tous ces leaders. Mais vraiment, c'est une crise humanitaire, il y a une sécheresse et les changements climatiques, au moins 2 millions de personnes qui ont besoin de l'aide humanitaire de l'ONU. Mais des fois, ils ne sont pas capables d'entrer parce que Al-Shabaab contrôle des zones où il ne veut pas des étrangers ou des Occidentaux. Donc, c'est très compliqué d'acheminer l'aide humanitaire aux gens dans le besoin. Ouais. C'est très, très difficile.
Donc, qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, dans des populations, par exemple, qu'est-ce qu'il y en est pour l'éducation? Est-ce qu'il y a un semblant de système d'éducation, de système de santé aussi qui réussit à être maintenu en Somalie, ou il n'y a plus du tout d'État? C'est amélioré dans les dernières 5-6 années depuis qu'Al-Shabaab ont été mis à côté et la vie est devenue un petit peu plus normale au Somalie. On voit que pour la première fois, des travailleurs humanitaires, des gens de l'ONU sont capables d'y aller et rester dans la ville parce que pour longtemps, il y avait pas assez de sécurité à les hôtels ou les restaurants. Alors, ça a vraiment changé dans la capitale. Mais qui sont souvent ciblés par les attentats. Sont souvent ciblés, mais dans les zones rurales, c'est complètement difficile. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de contrôle du gouvernement. Alors, c'est vraiment, les gens-là sont vraiment dans une situation très, très délicate. Mais après donc 25 ans d'absence de gouvernement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en Somalie, il y a un gouvernement qui arrive un peu à gérer l'État? Oui, je dirais dans les dernières 5-6 années qu'on a vu, le gouvernement a essayé de... il a fait des grandes différences. Il a contrôlé plus de territoire. On a le Nord qui n'était jamais eu des problèmes à Somaliland, au Puntland. Mais on a vu des changements. Il y a des bonnes choses qui se passent, mais aussi il y a des grandes crises aussi. Alors, est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'on peut espérer que la Somalie voit enfin, pas tout de suite, mais dans les prochaines années, la lumière au bout du tunnel? Je pense que oui. Je pense qu'on doit être positif, mais on va voir ça si plus de pays donnent de l'argent et de l'appui politique au gouvernement de Somalie pour vraiment améliorer les choses. Eux, ils ne peuvent pas le faire tout seul. Ils ont besoin de l'aide de l'externe. Et notamment pour la sécurité. Pour la sécurité, pour l'économie, pour l'aide humanitaire, ils ont besoin de beaucoup d'aide. Alors, si on les aide, on va voir une meilleure situation. Kyle Matthews, qui est directeur de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits humains à l'Université Concordia, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de la Somalie. Bienvenue.